de grands titres de la presse le 31 janvier à la fin des travaux de l'Union avec donc la proposition du chef de l'État kényan faite donc au terme du sommet de l'UA. Les pays africains vont enclencher leur désengagement du statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale. Cette proposition ayant reçu l'assentiment des chefs d'État africains, le président tchadien Idriss Déby Itno, nouveau président en exercice de l'Union africaine, a expliqué que c'est une décision motivée par l'acharnement de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du continent. 8 mois plus tard, cette volonté manifeste des chefs d'État africains, le Burundi franchit un grand pas. Cour pénale internationale, quelles sont les implications du processus du retrait entamé par le Burundi sera donc le premier débat de cette émission. Aussi, la juridiction internationale a-t-elle déclaré mercredi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés de subornation de témoins. Pour subornation donc de témoins de Jean-Pierre Bemba et 4 de ses co-accusés, la première affaire du genre instruite donc par la Cour pénale internationale. Et ceci pour quelle finalité, mesdames, messieurs? Ce sera donc le deuxième sujet de discussion au cours de cette émission. Vous êtes sur SICA et c'est l'émission Angle de vue. Bonjour et merci donc à chacun de vous installer confortablement pour nous accompagner tout au long de cette émission. Mais avant donc de retrouver nos invités pour la discussion, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent et dans le monde. C'est le flash de l'information. L'identification des victimes des différents naufrages de bateaux des migrants au large des côtes libyennes se poursuit. À cet effet, l'Italie appelle l'Europe à la rescousse pour tenter de rendre ces corps sans identité à leurs familles. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, qui a présenté son rapport annuel à Londres ce jeudi, les pays en développement ne pourront prospérer que s'ils améliorent les conditions des filles, victimes face aux garçons d'une injustice impardonnable en matière d'opportunités. L'Organisation internationale de la vigne et du vin a annoncé jeudi à Paris que la production mondiale de vin en 2016 est estimée à 259 millions d'hectolitres, soit un recul de 5% par rapport à 2015. Lors d'une conférence de presse, elle a précisé que cette production compte parmi les plus faibles depuis 20 ans, mais elle recouvre des situations très contrastées, conséquences des événements climatiques. Voilà, le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit pour vous des invités. Ralmeg Ganaro, un habitué de ce plateau, point focal Bénin pour une cour africaine efficace. Il est également le président du bureau exécutif de l'ONG Changement Social Bénin. Ralmeg Ganaro, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Également en face de vous, c'est Clément Kakpochichi, il est le coordonnateur pour l'Afrique de la coalition pour la Cour pénale internationale. Monsieur Kakpochichi, bonjour et merci de répondre également à notre invitation. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Voilà, mesdames, messieurs, je vous propose donc de retrouver nos invités pour la discussion juste après cette transition. Certes, la Cour pénale internationale est critiquable à bien des égards. Son attitude incohérente sur le cas Kenyatta, son échec patent concernant Omar El-Béchir en juin 2015 et son incapacité à attraire des personnalités coupables d'horreur ailleurs dans le monde constituent des marqueurs de ses limites. Mais une imperfection juridique n'est-elle pas meilleure qu'un vide qui délivre du moins un permis de tuer à des monstres? Cette cour est imparfaite, mais elle s'est posée depuis 2002 comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de criminels de guerre, surtout seulement donc l'horreur un peu partout dans le monde et surtout sur le continent africain. Alors, Ramel Ganaro, est-ce que vous pensez que le retrait de l'Afrique de la Cour pénale internationale est un permis délivré pour que les tueries se multiplient, du moins sur le continent africain? Merci, je vous remercie pour l'intérêt déjà porté à la question. Par moment, nous avons l'impression en fait que nous sommes seuls à nous préoccuper de cette question, de cette soif, à avoir cette soif de justice pour les victimes.
mais c'est avec intérêt et plaisir que nous constatons tout votre intérêt à cette thématique-là. Je crois que ce ne saurait être une licence de tuer, de violer ou de détruire la mémoire de tout un peuple, c'est-à-dire, je vais même au-delà, la destruction des vestiges et consorts qui témoignent de l'identité culturelle des peuples, de toute une communauté. Je crois que ce ne saurait être cette licence-là, parce que je crois que ça peut s'apprécier comme étant peut-être les derniers soubresauts d'un animal agonisant. Eh bien, pourquoi aujourd'hui la communauté internationale redoute quand même ce retrait? Vous savez, c'est vraiment pédagogique. C'est pédagogique. Et pendant que l'homme bombe le torse, c'est toujours intéressant de faire preuve d'attitude pacifique, d'attitude inclusive. C'est vraiment pédagogique. Sinon, dans le fond, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est le tissu social qu'ils contribuent à travers leurs crimes massifs à détruire. C'est les rancœurs, c'est la soif de justice. C'est des gens qui sont à proximité d'eux, dans un espace géographique donné, qui réclament en fait justice, qui finissent par avoir raison. L'histoire de l'humanité est têtue. Nous avons commencé ce long périple depuis 1945 avec Murombe. Depuis ce temps, vous avez connu beaucoup de tribunaux spéciaux. Les gens extraordinaires, quand on en parle, on pense que c'est juste l'Afrique qui a innové en ce sens, mais c'est faux. Il y a l'exemple du Cambodge. De l'émission sur ces aspects. Depuis 1974, depuis 1975, 1979, jusqu'à maintenant, ils continuent de répondre de ces crimes. Donc, tôt ou tard, la justice finit toujours par rattraper les criminels. Tout le reste, les détails, je crois que le coordonnateur Afrique de la coalition pour la CPI rentrera dans les détails avec vous sur ça, mais dans le fond, pour autant que la soif de justice et le besoin de recoudre les liens, de remettre les liens sociaux qui sont détruits par ces crimes massifs-là, pour autant que ce besoin-là est là et se manifeste, les humains, les victimes sont là, c'est une fuite en avant. Nous l'avons donc dit au cours de l'introduction que le Burundi a franchi un grand pas en déclarant déjà officiel son retrait de la Cour pénale internationale. Le Conseil spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide reconnaît toutefois que le Burundi est un pays souverain qui a le droit donc de quitter la CPI, mais les effets de ce retrait ne sont pas rétroactifs. Pourquoi? Oui, je voudrais d'abord préciser que c'est le droit du Burundi de demander à se retirer du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Mais comme l'a rappelé Amadou Dieng, je crois, que vous avez nommé, ce retrait ne sera effectif d'abord qu'après notification officielle au secrétaire général des Nations Unies, ce qui n'est pas fait à ce jour. C'est seulement le 18 octobre dernier que le président burundais a promulgué la loi. Eh bien, vous ne pensez pas qu'il y a une certaine célérité parce que ça a juste 3 semaines que ça a démarré. Il y a une volonté du Burundi d'aller très vite. Tout simplement parce que depuis avril, le Burundi est sous examen préliminaire. Mais ce qui nous rassure au niveau de la coalition et au niveau de la justice internationale, c'est que ce retrait ne sera définitif qu'après 1 an. Ça, c'est le premier point. Le second point, même s'il y a retrait, comme le dit l'article 127 du statut de Rome, cela n'empêchera pas que les enquêtes en cours, que les procédures en cours aillent à leur terme. C'est dire que les victimes burundaises doivent dormir tranquilles. On ira jusqu'au bout. Alors, Ramek Garahou, quelles sont, selon vous, les implications de ce processus de retrait du Burundi, aujourd'hui de la Cour pénale internationale, du moins vu sur l'aspect continental? Vous savez, il y a déjà eu depuis bientôt 2 ans certaines velléités depuis l'affaire du Kenya. C'est le tout récent qui a vraiment alarmé, où ils ont commencé par menacer ensemble de se retirer en fait en bloc de la Cour pénale internationale. Oui, la Cour pénale internationale. Mais vous savez, ce n'est pas tout à fait... Ça manque d'impact, selon moi. Parce que
l'Afrique va toujours plus loin dans ses engagements internationaux, pour autant qu'on parle de droits humains, qu'on parle de dignité humaine. Nous avons les instruments les plus exigeants. Nous avons les instruments les plus exigeants. Sur le continent? Sur le continent. Les dirigeants africains, à travers nos instruments juridiques régionaux, sont plus exigeants en matière de droits humains. Qui ne sont jamais respectés. Qui ne sont jamais respectés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que leur problème, ce n'est pas en fait le statut de Rome. Leur problème, c'est cette licence-là qu'ils veulent s'attribuer. Vous savez que la Cour africaine des droits des peuples n'a pas vocation en matière pénale. Il ne connaît pas les affaires, pénales. Mais entre 2008 et 2014, de Chamelchais à Malabo, il y a eu quand même divers protocoles pour mettre en place la Cour africaine des droits de l'homme et de justice. Et donc aujourd'hui, ce que nous espérons dans la société civile au niveau Afrique, parce que nous y travaillons en coalition, ce que nous espérons, c'est que cette Cour africaine-là prenne corps. Mais le dernier protocole de Malabo en 2014, et dedans, ils ont spécifié clairement qu'eux ne doivent pas être jugés en tant que chefs d'État en exercice pour les crimes commis. Encore une fois, ils nous marquent la volonté, oui, justice pénale individuelle internationale, oui, tout ça là, responsabilité pénale individuelle internationale, oui. C'est bon, mais nous, chefs d'État là, on ne répondra pas de ça. Et donc, c'est une démarche qui est en cours. Mais je remercie vraiment la pression de la communauté internationale, la jurisprudence de la Cour de justice et de la CEDEAO qui a conduit à la mise en place des chambres extraordinaires africaines au niveau du Sénégal par rapport au procès Hissène Habré. Donc vous saluez aussi, vous, cette complémentarité de juridiction? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, revenir sur un point. L'Afrique n'a jamais décidé de quitter la Cour pénale internationale. Les décisions qui ont été prises au dernier sommet. Oui, ce n'est que la volonté de cet en quatre États, n'eût été le Sénégal, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Non, il est important de préciser que jamais les chefs d'État n'ont décidé de se retirer de la Cour pénale internationale. Le Kenya a fait une proposition. Que le président de l'Union africaine a intériné par mais l'Union africaine n'est pas partie au statut de Rome. L'Union africaine n'est pas partie au statut de Rome. Chaque État y est allé en fonction de ses intérêts. Et le retrait est individuel. L'Union africaine dit ceci. J'ai des problèmes avec la conduite du bureau du procureur. J'ai des problèmes avec la poursuite d'un chef d'État en exercice. Je veux discuter avec vous. Et je peux vous assurer qu'à la dernière session de l'Assemblée générale, il a failli avoir discussion entre le Conseil de sécurité et la délégation mise en place par les chefs d'État de l'Union africaine, conduite par le Premier ministre éthiopien. Donc c'est une question de discussion. Mais jamais, jamais, il n'y a été question de retrait collectif de la Cour pénale internationale. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays, le Nigeria, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont dit nous ne voulons même pas discuter de cette question maintenant. Le Sénégal, pourquoi? Parce que l'Assemblée des États partis est dirigée par un Africain. Vous savez, nous avons la Cour, nous avons l'Assemblée des États partis. Et nous avons les juges de la Cour qui sont élus par l'Assemblée des États partis. Un Africain dirige l'Assemblée des États partis depuis décembre 2014, en la personne du ministre sénégalais de la justice, j'ai nommé Sidiki Kaba. Et donc, l'Afrique, le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont dit, il n'est pas question qu'on discute de ces questions, puisque, entre autres, ce qu'on avait mis dans la balance, c'est l'arrêt des poursuites contre le président kényan, contre le vice-président Ruto, et, bien entendu, l'arrêt des poursuites contre Omar el-Béchir. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, qu'est-ce que nos dirigeants offrent en retour? Ralmeg l'a rappelé tout à l'heure. Le protocole de Malabo créant la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Il y a une disposition dans ce protocole qui dit que on ne doit pas poursuivre les chefs d'État en exercice et les hauts responsables, enlevant du coup tout espoir aux populations africaines. À travers cette cour que l'on veut créer. À l'heure où nous parlons, à cette date 20 octobre 2016, aucun État n'a ratifié ce protocole. Aucun.
État africain n'a ratifié. 8 l'ont signé, mais aucun ne l'a ratifié. Nous avons 0 ratification, Pourquoi? 0 dépôt d'instruments. Pourquoi selon vous? Ça montre tout simplement que nos chefs d'État n'ont pas véritablement la volonté de rendre la justice sur le territoire africain. Ah ben, lorsque le chef de l'État déclare, par exemple, qu'il ne sera pas poursuivi alors qu'il est en exercice de ses fonctions, mais lorsqu'il sera déchargé, il peut quand même faire objet de poursuite, Ralbeg. On a vu le cas Idriss Déby, il a été jugé et condamné. Idriss Déby, non. Vous parlez d'Hissène Habré. Hissène Habré. Oui, mais par quel mécanisme? C'est ça la question. Par quel mécanisme? C'est-à-dire, on n'a pas au niveau régional un mécanisme pour remettre en cause le mécanisme international que la Cour pénale internationale est. Le débat, il est là. Vous stigmatisez la Cour, un mécanisme international. Mais est-ce que vous ne dites pas vraiment que les chefs de l'État, lorsqu'ils parlent d'acharnement, ont raison? Je vous donne un simple exemple. Vous voyez, les infractions spécifiées dans le statut de Rome, là où nous sommes aujourd'hui au Bénin, dans notre code pénal en vigueur, la loi de procédure que nous n'avons pas l'arsenal juridique pour poursuivre les atrocités de masse prévues par le statut de Rome. Non seulement on n'a pas l'arsenal juridique pour le faire, mais nous n'avons pas aussi l'arsenal judiciaire pour le faire. Vous pensez alors ça veut que dire vous quoi? replier sur la Cour? Ça veut dire quoi en fait? Écoutez, on parle de victimes, on parle de soif de justice, on parle de l'intérêt social de la justice, recoudre les liens, remettre la société ensemble. C'est de ça qu'on parle. Et quand il s'agit de cela, quand il s'agit d'humanité, ce n'est plus une question d'espace géographique, c'est une question universelle. Pourquoi vous ne pensez pas que ce tribunal peut se retrouver sur le continent africain? Je vais vous dire tout simplement que ce n'est pas la juridiction qui pose le problème. Le problème, c'est une volonté à rendre justice dans les espaces géographiques qui constituent le continent africain qui pose problème. Je vous dis que nous n'avons pas, si vous prenez le cas du Bénin, aujourd'hui, le Bénin est parti au statut de Rome. D'accord, mais nous n'avons pas assimilé, nous n'avons pas pris une loi de mise en œuvre, ou nous n'avons pas assimilé dans notre arsenal juridique, dans notre chaîne pénale, nous n'avons pas la matière pour ça. Si demain, que Dieu nous en préserve, mais si demain, vous avez affaire à des psychopathes qui rentrent dans le champ du statut de Rome, nous n'avons pas de quoi gérer ça au niveau national. C'est ça la question en fait. Et nous allons toujours espérer qu'une juridiction comme la CPI soit là pour au moins compenser, pour au moins venir en complémentarité à la carence ou au défaut de volonté d'aller et de rendre justice pour les infractions prévues au statut de Rome. C'est une question, ce n'est pas comme il a dit, les États sont souverains, les États sont libres, les États ont tous vocation en fait à organiser la justice souveraine dans les États. Mais quelle justice? Justice ou impunité pour les crimes de masse? Je pense qu'il y a un problème. Il faut que nos États prennent leurs responsabilités en matière nationale juridique, en matière nationale judiciaire, se donnent les moyens de répondre à leurs citoyens. Ce que je vous dis là, la justice est un instrument qui remet ensemble les sociétés. Vous ne pouvez pas maintenir une société en cohésion lorsque l'impunité, on dit l'impunité d'aujourd'hui, c'est le crime de demain. Aucune société ne dans la cohésion, dans l'impunité. Est-ce que vous pensez qu'effectivement les États africains ne font pas objet d'acharnement de la part de la Cour pénale internationale? Monsieur Dandafo a sorti un mot très important, un mot qui nous est cher au cœur. C'est le mot complémentarité. Vous savez, l'article 1er du statut de Rome précise qu'il est créé une juridiction permanente qui est complémentaire des juridictions nationales. L'article 1er dit que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales. Cela veut dire quoi? Que la Cour ne doit pas se substituer aux juridictions nationales. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les affaires devant la Cour pénale internationale ont été déférées à la Cour par les dirigeants en exercice de ces pays. Le dernier cas en date, c'est le Gabon, qui a saisi le 21 septembre dernier Madame le procureur pour lui dire « Viens voir ce qui se passe chez moi depuis avril 2016 ». Alors, ce que je veux dire, c'est que vous prenez toutes les situations devant la Cour, que ce soit le président Laurent Gbagbo,
il a été envoyé à La Haye par le président Alassane Ouattara. Rien n'obligeait le président Alassane Ouattara à envoyer le président Gbagbo, Charles Blé Goudé, devant la Cour pénale internationale. Il y a 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale. Les États partis peuvent saisir la Cour pénale internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut saisir la Cour pénale internationale. Et Madame le procureur, de sa propre initiative, peut saisir les juges. Et c'est les juges qui l'autorisent à ouvrir une enquête dans un pays donné. Je vous dis, tous les cas sauf celui du Soudan, celui du Kenya, ont été déférés par les chefs d'État en exercice. Alors... Et en fait, lorsqu'ils le faisaient, ils ne pensaient pas qu'on leur appliquerait l'article 27 du statut de Rome qui parle de la non-pertinence de la qualité officielle. Votre qualité officielle ne vous dispense pas d'être poursuivi lorsque vous commettez un crime. L'immunité, mon cher ami, égale à impunité. Et Ramègue l'a rappelé, l'impunité est le crime de demain. Alors, est-ce que vous pensez comme ça que le Burundi aujourd'hui, qui a enclenché son processus de retrait, lorsqu'il arriverait effectivement qu'il notifie au Conseil des Nations Unies son retrait et que cela aboutit, est-ce que le Burundi est véritablement exempt des poursuites de la part de la Cour pénale? Non, le statut de Rome est clair. La procédure est en cours. Il reste que le Burundi notifie officiellement au secrétaire général des Nations Unies, qui est dépositaire du statut de Rome, son retrait. Oui. Et il faut attendre 1 an pour que le retrait soit effectif. Ah bien, à partir de cet instant, Mais après même les 1 an, je vous ai rappelé tout à l'heure que le Burundi est sous examen préliminaire. C'est-à-dire que Madame le procureur, en ce moment précis, est en train de voir s'il y a nécessité d'ouvrir des enquêtes au Burundi suite aux violences et suite à la situation que nous connaissons. Elle a été saisie par les organisations de la société civile et des droits de l'homme pour essayer de voir ce qui se passe au Burundi. Mais une journée avant, un jour avant l'adoption de la loi par le Parlement burundais, le Burundi avait rompu toute relation avec le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Je vous dis tout simplement, c'est à pas de charge, mais les victimes doivent se rassurer. Le retrait n'empêche en rien la poursuite de ce qui est en train de se faire devant la Cour pénale internationale. Nos dirigeants africains, et vous me permettez de le dire, ont une responsabilité fondamentale. Ils ont la responsabilité de nous protéger des atrocités de masse. Et la charte constitutive de l'Union africaine le précise. Si vous ne le faites pas, vous donnez droit à la communauté internationale de le faire à votre place. Et la Cour pénale internationale, c'est cet instrument qui aujourd'hui nous évite de penser que jamais nous n'aurons, en tant que victimes, droit à la justice et droit à la réparation. Voilà pourquoi nous pensons que nos États doivent mettre en œuvre maintenant, et Ramègue l'a rappelé, pour le Bénin, adopter des lois nationales pour pouvoir poursuivre les présumés coupables, les auteurs des crimes de masse. La Côte d'Ivoire vient de le faire en modifiant son code pénal pour pouvoir poursuivre Mme Simone Gbagbo. Et nous suivons de près ce procès. Le Togo, tout près, n'a pas ratifié le statut de Rome, mais en novembre dernier, en novembre 2015, le Togo a adopté une loi pénale promulguée par le chef de l'État qui inclut presque tous les crimes, y compris l'article 27 du statut de Rome, la non-pertinence de la qualité officielle. Comment comprenez-vous cela? Comment comprenez-vous cela? Je sois d'une justice alors. Il est clair, et vous avez répondu à la question, que nous avons besoin que nos dirigeants nous rassurent en adoptant des lois nationales, en donnant les moyens à nos juridictions de faire le travail, en formant les magistrats sur la poursuite de ces crimes. Parce que nous parlons de crimes très graves. Nous parlons de crimes contre l'humanité. Nous parlons de crimes de guerre. Nous parlons de crimes de génocide. Et nous parlons aussi, depuis les amendements de Kampala, de crimes d'agression. C'est vous dire tout simplement que la balle est dans leur camp et nous ne maintenons que la veille afin qu'ils jouent leur rôle. Alors cela voudra simplement dire que ce qui se passe aujourd'hui au Burundi est un non-événement, Ramègue. Oui, pour la foi que moi j'ai à notre société civile au niveau africain, m'amène à dire que c'est une fuite en avant, tout simplement. Un travail se fera. J'ai commencé au début de l'émission par citer l'exemple du
Cambodge. Les crimes commis entre 1975 et 1979, mais qui aujourd'hui continuent. Les premiers jugements ont été en 2012. La juridiction a été mise en place en 2001. Une chambre extraordinaire mise en place. Et les crimes des Khmers, les Khmers sont en train de, malgré leur vieillesse, ils sont en train de passer devant les juges. En fait, il ne faut pas s'amuser avec l'humanité, avec l'histoire d'un peuple. Ça ne se fait pas. Vous pensez aujourd'hui que les agissements du régime de Nkurunziza, c'est juste pour cacher des crimes? Il ne répond pas, lui ne répond pas, en fait, des valeurs africaines. Les valeurs africaines sont transposées dans la charte africaine. Dans la charte africaine. Et cette charte-là, vous prenez la charte constitutive de l'UA plutôt. L'article 4 est assez clair. Les pères fondateurs ont été très loin. Ils ont donné, disons, le droit d'ingérence pour faire face à ces crimes-là. C'est pour ça, au départ, je disais que l'Afrique a les tests les plus exigeants. Si, après quelques décennies, nous connaissons des dirigeants qui n'intègrent pas, en fait, les valeurs qui nous sont propres, qui nous sont intrinsèques, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une CPI qui vient carrément, en fait, répondre d'une carence, d'un défaut d'instruments juridiques ou bien d'un défaut du système judiciaire ou bien d'un défaut de volonté politique de remettre en place certaines valeurs humaines. Si on se retrouve en face de cela, ce n'est pas en fait africain, c'est des individus. Et il faut que leur responsabilité pénale au niveau international soit, c'est-à-dire, mise en exergue. Ça là, c'est clair. Et nous allons y travailler. Nous sommes de cœur avec les victimes burundais. Le travail du Haut-Commissariat, parce que c'est à dessein, l'un des instruments les plus puissants aujourd'hui de surveillance, de mise en œuvre des engagements internationaux des droits de l'homme, au niveau international, au niveau onusien, disons, c'est le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et ils ont des bureaux régionaux. Et les OSC travaillent avec eux au niveau de chaque pays pour remonter les éléments de monitoring. Donc ils savent très bien que cette première institution avec laquelle ils ont rompu les liens la veille, le 11 ou le 12, commettre ce que j'appellerais un forfait. Il ne faut pas un bon travail. Non, ils craignent justement, c'est une menace, ils craignent tout ce que cette institution pourrait verser dans le cadre du travail préliminaire qui est en cours. Parce que les rapports du Haut-Commissariat sont des rapports, je ne dis pas authentiques, mais quand même des rapports de haute portée, de haute valeur, accompagnent tout ce que les OSC vont faire avec la lumière, l'éclairage, disons, l'éclairage du Haut-Commissariat. Donc, ils savent très bien que c'était comme, disons, les pieds qu'ils avaient dans leurs pieds, qu'il faudrait d'abord enlever, pour maintenant, comme il a dit, aller à pas de charge. Mais c'est franchement se tromper de la détermination d'un peuple à se remettre ensemble. Il faudra que justice soit, il faudra que vérité soit à l'avenir dans ce pays pour que le peuple burundais se remette ensemble. Et ça, là, c'est mettre en veille cette volonté-là qui finit toujours par triompher que de passer par des subterfuges, c'est-à-dire de droit international public, parce que c'est des subterfuges. Comme il a dit, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, mais la réalité, elle est là, c'est qu'il y a des crimes, il y a une humanité, il y a une soif de justice qui va les rattraper. Il y a la jurisprudence internationale, elle est là en cette matière, et moi j'ai foi, je sais que des gens peut-être sont en train de naître aujourd'hui et seront juges de certains auteurs dans 30 ans, dans 25 ans. Et donc, alors nous allons sortir donc de ce premier débat dans quelques minutes seulement. Alors, M. Kakotiti, vous saluez donc l'existence de la CPI comme mérite de notre époque. Mais pourquoi 14 années après, par exemple, certains États, dont vous avez cité par exemple le Bénin, peinent à adopter le statut de Rome? Il faut dire qu'il y a 34 États africains qui ont ratifié le statut de Rome. C'est le plus gros contingent à la Cour pénale internationale. Mais seulement 8 ont adopté des lois nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement 8 sont capables, si les crimes survenaient, de poursuivre sur leur territoire. Notre travail, notre plaidoyer consiste aujourd'hui à encourager ces États à adopter des lois nationales. Parce que lorsqu'on veut mettre la Cour pénale internationale au repos, et c'est à cela que nous invitons nos dirigeants, mettre la Cour pénale internationale au repos, parce qu'elle n'est que complémentaire, elle devait être que complémentaire des juridictions nationales. Ils sont du juge pour le monde entier, du juge élu par l'Assemblée des États partis, par les États eux-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de courir pour nommer, pour élire des juges à la Cour, mais il s'agit de mettre en place des juridictions au niveau national pour pouvoir juger effectivement les crimes. Donc pour moi, la Cour pénale internationale aujourd'hui ne peine pas. Elle ne peine pas parce que tout simplement, il y a une fuite de responsabilité de la part de ceux qui doivent prendre des décisions
pour lui alléger la tâche. Vous savez, la Cour ne peut faire déni de justice parce que lorsque, au niveau national, les victimes, on n'entend pas leur voix, la Cour pénale internationale est là pour réagir, pour répondre, parce que les peuples ont soif de justice. Les peuples africains ont soif de justice. Vous l'avez longuement dit et vous aurez donc été également entendu par les dirigeants africains qui peinent donc à adopter les lois nationales pour répondre au traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la première partie de discussion sur l'émission Angle de vue qui a donc trait à la Cour pénale internationale, surtout le retrait manifeste des pays africains de cette instance judiciaire internationale. Nous retrouvons donc nos invités dans un court instant, le temps de retrouver ce qui fait l'actualité encore une fois sur le continent. L'identification des victimes des différents naufrages de bateaux des migrants au large des côtes libyennes se poursuit. À cet effet, l'Italie appelle l'Europe à la rescousse pour tenter de rendre ces corps sans identité à leurs familles. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, qui a présenté son rapport annuel à Londres ce jeudi, les pays en développement ne pourront prospérer que s'ils améliorent les conditions des filles, victimes face aux garçons d'une injustice impardonnable en matière d'opportunités. L'Organisation internationale de la vigne et du vin a annoncé jeudi à Paris que la production mondiale de vin en 2016 est estimée à 259 millions d'hectolitres, soit un recul de 5% par rapport à 2015. Lors d'une conférence de presse, elle a précisé que cette production compte parmi les plus faibles depuis 20 ans, mais elle recouvre des situations très contrastées, conséquences des événements climatiques. Voilà, mesdames et messieurs, le 24 novembre 2013, 4 proches de Jean-Pierre Bemba sont arrêtés pour subornation de témoins. Les suspects auraient notamment recruté des faux témoins qui se sont fait passer pour des anciens membres du MLC afin de contester le rôle de Jean-Pierre Bemba comme chef militaire jouissant d'une autorité militaire effective. Alors 3 jours plus tard, ils comparaissent pour la première fois devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. À cet effet, la Cour confirme les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et ses co-accusés. Le 29 septembre 2015, le procès pour subornation de témoins de Jean-Pierre Bemba et 4 de ses proches s'ouvre. La première affaire du genre instruite par la Cour pénale internationale. Et ceci pour quelle finalité? La réponse juste après cette petite transition. Le débat se poursuit avec Ralmed Ganaho, point focal Bénin, pour une Cour africaine efficace, et Clément Kapouchichi, coordonnateur Afrique de la coalition pour la CPI. Alors, la Cour pénale internationale a déclaré mercredi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subornation de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pourquoi, M. Kapouchichi, cette instruction de la part de la Cour pénale internationale? Oui, vous savez d'abord que Jean-Pierre Bemba est poursuivi dans une affaire, dans une autre affaire, la première affaire pour laquelle il a été condamné à 18 ans de prison, la peine maximale pour viol. Et ça s'est déroulé dans le cas de la situation de la Centrafrique. Il a été poursuivi dans le cas de... Et donc, au cours de ce procès, on s'est rendu compte qu'il y a eu subordination de 14 témoins. Et la Cour a enclenché alors un autre procès contre Jean-Pierre Bemba et 4 autres personnes, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et ces 4 personnes, je tiens à les préciser, sont d'abord son ancien conseil, c'est-à-dire son ancien avocat, un autre membre de l'équipe de défense de Bemba, Bemba lui-même, et un allié politique à lui, et également un témoin potentiel de la défense qui a fini par ne pas déposer. Et ce procès a été, comme vous l'avez rappelé, a commencé,
Et on s'est rendu compte effectivement que ces 5 accusés se sont rendus coupables d'atteinte à l'administration de la justice en disant ou en influençant le cours du procès par des affirmations qui n'étaient pas véritablement justifiées. Alors même qu'ils ont prêté serment pour dire la vérité, rien que la vérité. Cela montre tout simplement que, vous voyez-vous, la justice, elle est effective au niveau de la Cour pénale internationale lorsqu'on laisse de côté toutes les questions politiques compte tenu de la sensibilité des affaires dont la Cour est saisie et qu'on revient à l'aspect purement judiciaire de la Cour pénale internationale, on se rend compte que de bon travail se fait au niveau de la Cour et les peines n'ont pas été encore prononcées. Vous savez, Jean-Pierre Bemba est le seul qui est détenu. Les 4 autres ont été mis sous liberté conditionnelle. Alors, Ramel Garakou, est-ce que vous pensez que c'est un message fort adressé aux autres accusés ou même aux juridictions africaines où on note un peu des cas de corruption avérés? Non, vous savez, pour le militant des droits de l'homme que je suis, c'est assez triste parce que le principe, c'est la liberté, la détention, l'exception. Et vous détenez la personne soupçonnée ou bien inculpée parce que justement vous voulez aller loin dans l'information judiciaire. La personne pouvait aussi être peut-être en liberté pendant que l'information suit son cours. Ce n'est pas le lieu de détention, c'est pas forcément pour c'est pas forcément pour ceux qui ont fait des informations judiciaires. Il est présumé innocent, il n'est pas encore condamné. Mais vous voyez, quand des gens comme lui se comportent comme ça, c'est plutôt comme si ça venait renforcer l'approche selon laquelle, pour autant qu'il y ait information judiciaire, la meilleure garantie, c'est de mettre l'individu au frais pour l'empêcher de nuire à l'information judiciaire. Il y a des comportements de nuisance à l'information judiciaire. Et quand on a des acteurs comme ça, des agents pénaux comme ça, qui se comportent comme ça, les acteurs du système judiciaire seront convaincus, même les législateurs seront convaincus et seront tolérants de la démarche, c'est-à-dire privative de liberté, tous azimuts. Vous voyez, je vais faire la transposition directe sur le contexte que nous avons au Bénin, où vous avez nos prisons, on parle de surpopulation carcérale. Vous savez, nos prisons qui sont remplies de personnes en attente de jugement, et où l'information judiciaire est en cours. Ce n'est dit nulle part que quand l'information judiciaire est en cours, il faut forcément garder la personne au frais. La personne peut être surveillée ou bien en liberté pendant que l'information judiciaire suit son cours. Le temps du jugement, pour dire en fait que... Mais c'est ça le principe. Nous avons même été plus loin dans notre nouveau code de procédure pénale en instituant le juge des libertés qui appréciera de l'opportunité ou bien de l'opportunité à envoyer la personne en détention préventive ou bien à la laisser. Voilà. Donc, le principe, c'est la liberté, la détention, l'exception, pendant qu'on parle d'information judiciaire. Et parce qu'on parle de présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Et moi, je suis très attaché à ça en tant que défenseur de l'homme. Mais je vous dis, les comportements du genre de l'équipe de Bemba, en plus de son avocat, il fait honte aux avocats, ce monsieur-là. C'est dommage. Ce métier-là, c'est un métier noble. Il a quand même dit qu'il ne croyait pas que les témoins mentaient. C'est un métier noble. Quand il se comporte comme ça, quand vous avez des personnes de ce rang, de ce corps, avec ce monsieur, quand ils font des choses comme ça, c'est-à-dire ils ne font en fait que renforcer la pensée des utilisateurs judiciaires qui estiment carrément que la personne qui glisse sur le terrain, qui inverse le principe, à savoir le principe c'est la détention et la liberté d'exception pendant que l'information judiciaire est en cours. Moi, j'espère que de pareils faits ne vont pas inspirer et législateurs et acteurs judiciaires dans nos États, parce que nous plaidons pour que de plus en plus l'information judiciaire s'accélère, qu'on désengorge nos prisons, des personnes qu'on appelle désormais les oubliés en prison, pendant que une petite information judiciaire est en cours. Alors, M. Kapouchi, est-ce que vous pensez que l'avocat n'a pas raison quand il estime que dans cette affaire de procès pour subordination, bien, il ne savait pas que les témoins mentaient? Non. Il y avait une affaire en cours, parce que ce qui se passe, en fait, cette décision de la Cour hier, c'est concernant une autre affaire dans laquelle
ils ont contribué au faux témoignage d'au moins 14 témoins. Tout à fait. D'accord. Plus d'une centaine. Et donc, la Cour, dès qu'elle a fini de prononcer le verdict en ce qui concerne la première affaire, 18 ans de prison, la peine la plus maximale, a décidé maintenant de s'intéresser aux violations commises, aux infractions commises par rapport au cours normal de la justice. Et là, c'est ça qui est important de retenir, on vient de les déclarer coupables. On les a laissés sous liberté conditionnelle, mais on a gardé le premier, l'accusé principal, Jean-Pierre Bemba, qui est déjà détenu pour 18 ans. Il y a une possibilité de les condamner encore maximum à 5 ans de prison, plus une amende, en attendant qu'ils fassent appel. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire appel, mais les juges, à tout moment, ont la latitude de les condamner, puisqu'ils sont déjà déclarés coupables. La défense peut faire appel, Madame le procureur également peut faire appel, et après quoi, on va prononcer la peine définitive qui sera maximum 5 ans. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, en ce qui le concerne, qui a déjà passé 8 ans à La Haye, en prison, et qui devait encore passer 10 ans, peut se retrouver encore avec 15 ans. Ça, c'est juste pour montrer qu'on ne s'amuse pas devant une cour aussi sérieuse, qui est là pour rendre justice avant tout aux victimes. Monsieur Kakouchichi, vous êtes coordonnateur Afrique pour la Cour pénale internationale. C'est la première fois que vous passez donc sur le plateau de Jessica. On ne va pas vous laisser sans donc avoir votre réaction par rapport au procès Hissène Habré qui s'est déroulé au Sénégal. Quelle lecture faites-vous de ce déroulé de ce procès? Je pense que l'Afrique, et là je tire un chapeau aux dirigeants africains, et plus précisément à ce grand juriste béninois, j'ai nommé le bâtonnier Robert Dossou, qui a pu travailler à la tête d'une équipe d'experts pour qu'on crée ce que nous avons appelé les chambres africaines extraordinaires, et qui a poursuivi la bataille jusqu'à signer le protocole d'accord avec le gouvernement sénégalais instituant ces chambres africaines extraordinaires. Et je tire un chapeau au président sénégalais et à son ministre de la Justice, l'actuel président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, pour avoir permis que ce procès se déroule sur le territoire sénégalais. C'est la première fois dans l'histoire que l'Afrique juge un de ses fils sur son territoire. Un fils qui, après 20 ans, a dû répondre des crimes contre l'humanité, des crimes de viol. Ça, c'est très important. Et la lecture que nous avons eue, au-delà de ce fait important, qui est à la gloire de nos dirigeants, et dans le sens duquel nous les encourageons, parce que les chambres africaines extraordinaires, elles sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont limitées qu'au procès du président Hissène Habré. Après ça, elles vont disparaître. Voilà. Nous voulons les encourager à trouver rapidement un mécanisme qui nous permette d'avoir une justice pénale régionale efficace. Mais avant, il faut commencer au niveau national, comme je l'ai dit. Le deuxième aspect du procès Hissène Habré, c'est un hommage à toutes les personnes victimes de viol qui subissent ce que nous appelons la double peine. La double peine en ce sens que elles ne peuvent pas dire qu'elles ont été violées, la plupart du temps des femmes, mais également, elles ne peuvent pas amener la justice effectivement à s'intéresser à leur situation. Ce qui est extraordinaire dans le prononcé du verdict dans l'affaire Hissène Habré, c'est que le président de cette chambre a nommément cité Hissène Habré comme auteur direct du viol sur Dame Adjidjatou. C'est ça qui est extraordinaire. Et cela montre tout simplement que, au-delà de l'aspect politique, des affaires qui sont portées devant les juridictions internationales, il y a un aspect très important, quelque chose de progressif. Les viols, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel est érigé en crime contre
l'humanité. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce procès et dire tout simplement que la Cour pénale internationale, pendant que les chambres africaines extraordinaires seront appelées à disparaître, la Cour pénale internationale restera cet instrument qui, la première fois au monde, a érigé le viol en crime contre l'humanité et en crime de guerre. Merci donc à vous, Kakoutichi Clément. Alors, Ralmeg Galakho va sortir donc de cette émission. Un dernier mot donc sur la Chambre africaine extraordinaire qui a jugé Hissène Habré. Non, je crois que... Juste une minute. Oui, de l'histoire pénale au niveau de l'Afrique, avec en face des cris des atrocités au Rwanda en 94, il y a eu un sursaut d'orgueil. Et ils ont pensé mécanisme, mais imparfait, la Cour africaine, 4 ans plus tard, à Ouaga. Avec la poursuite contre Hissène Habré, contre Béchi, c'est dans la foulée, qu'ils à chaque fois. Contre Béchi, dans la foulée. Ils sont allés à Chamalché, ils ont fait Malabo, tout ça, ainsi de suite. Maintenant, bon, avec la pression des jurisprudences de la justice internationale et de la CEDEAO, ils sont allés aux chambres extraordinaires. Vous savez, j'espère que la pression sera toujours là, derrière eux. Parce que le problème que nous avons au niveau de l'Afrique, c'est un défaut de volonté de nos gouvernants de rendre justice. Et s'il peut avoir un coup de vent dans leur dos à chaque fois pour leur mettre la pression, qu'il soit tout le temps le marteau et l'enclume, peut-être la communauté internationale, ou bien la pression sociale au niveau de nos pays ou bien de l'Afrique tout entière, je pense qu'une société civile éveillée pourra frotter cette volonté-là en eux. Je pense qu'il y a un travail à faire, nous resterons éveillés, le plaidoyer se poursuivra, il faut fouetter leur orgueil. Il faut les inciter vraiment à décider dans le bon sens par rapport à l'utilisation. Voilà, merci donc à vous, Ralmeg Gandaro. Point focal Bénin pour une cour africaine efficace, président du bureau exécutif de l'ONG Changement Social et également Clément Kakoutichi, coordonnateur Afrique de la coalition pour l'ACPI, pour avoir répondu à notre invitation et partagé donc vos réflexions sur la Cour pénale internationale et les éventuels retraits des pays africains de cette cour, tout comme le procès Ebemba qui se poursuit actuellement à la Cour pénale internationale, et ceci dans le cadre de subornation de témoins. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Angle de vue. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez câblés, Sika TV.